Un, deux, deux. Bonsoir, ça va? Cool. Bienvenue chez Botify. C'est pas chez nous, mais ils nous accueillent ce soir, c'est cool. Merci. Du coup, on va parler ce soir de contribution et de collab design dev, un sujet extraordinaire. Je me présente, je m'appelle Marie-Aline, j'ai créé Design System France il y a 5 ans. C'est mon dernier event ce soir. Je passerai la main à Jules et Victor qui continueront l'aventure. Avant ça, du coup, qu'est-ce que Design System France? Parce qu'il y a pas mal de nouveaux, parce qu'il y a des tests qu'on a encore jamais vus ce soir. Ça marche ça? Pas trop? Ah, super. Ah, ok. Euh, ok. Donc, on se présente après, du coup. Très bien. Je vais pas réviser les slides ce soir, vu que c'est la dernière. Bon, bah, je laisse la main, du coup, à Jocelyn pour présenter Botify. Et on continuera avec une petite présentation de Design System France, parce qu'il y aura d'autres aventures qui continueront après. Et on enchaînera avec la presse que vous êtes venus voir ce soir. Et on fera évidemment un apéro à la fin. On aura des pizzas, on aura à manger et à boire, gracieusement offert par Botify. Et merci encore. Euh, et n'hésitez pas du coup à discuter entre vous, à noter vos questions. Euh, L'idée, c'est que vous passiez un bon moment, que ça réponde à vos questions, que vous appreniez des choses. Donc profitez-en. Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir dans nos locaux pour vous parler un petit peu de Botify. Donc, Botify, c'est une entreprise SaaS. Donc, on a une plateforme. En fait, on aide les entreprises, principalement des gros sites Internet. On les aide à être mieux référencés sur les moteurs de recherche. On a des bureaux un petit peu partout dans le monde, mais principalement à Paris, New York, Londres, Seattle, Tokyo, Singapour, Sydney. On est à peu près plus de 300 salariés répartis dans le monde. On a quasiment plus de 500 clients dans 30 pays et on a fait une levée de fonds tout récemment. On a levé 85 millions de dollars. Voilà, donc profitez bien de ce meet-up. Merci. Et on voulait vous parler aussi des quelques clients qu'on a. On a de belles entreprises. On a Se Loger, LVMH, Fnac Darty, Sephora, Nike, Courir, Alltrix, Smartbox, Sport 2000 et quelques partenaires. Google, bien sûr, Salesforce, Looker, Adobe et Bing. Voilà, merci. Merci. Et du coup, ma petite transition pour ce qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire le design system. Donc moi, je suis tech lead d'une équipe de dev sur la plateforme. Et du coup, voilà, nous, on est sur l'amélioration de notre V1 du design system à Botify. Et donc, on rencontre tout un tas de problématiques que je pense beaucoup d'entre vous ont rencontrées déjà. Donc, voilà, convaincre les stakeholders, les relations dev designer, designer, designer. Voilà, tout ce genre de problématiques qui nous amènent à se creuser la tête. Et donc, on est très content de pouvoir écouter les speakers de chez Gatorand et voilà, se délecter de votre expérience. Voilà, à vous. Cool, merci. Ok, donc on revient à Design System France. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre œuvre? Porter du coup le sujet du design system en France de manière francophone, parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais. C'est pas forcément accessible à tout le monde. L'idée, c'est que ça le soit du coup pour nous francophones. Donc là, à Paris en présentiel, mais on l'espère aussi du coup au-delà d'ici. On a une chaîne YouTube où on remet du coup les petits streams qu'on a pu capter, que vous pouvez revoir à foison, comme vous regardez, vous bingez vos séries Netflix. Vous pouvez binger du coup des replays des Design System France. On a évidemment un Slack. Alors, on a des petits problèmes en ce moment sur le formulaire pour le rejoindre. Donc, si vous voulez le rejoindre, venez nous voir pour qu'on prenne vos mails et qu'on vous rajoute directement. On a besoin des emails personnels et pas professionnels pour des raisons de si vous partez de la boîte, vous n'avez plus accès à votre compte, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc sur Slack, vous pouvez discuter, c'est trop cool. Que des passionnés, évidemment, autant designers, dev, PM, etc., multiprofils. On est comme ce soir, du coup, en train de partager un événement en présentiel. Ça peut être live aussi parfois. Donc là, on va streamer d'ailleurs ce soir. C'est assez rare qu'on fasse ça. Et on s'amuse sur notre temps libre aussi à référencer les design systems français. On en compte à peu près une centaine aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Franchement, en 5 ans, c'est quand même une belle perf. Il y a 5 ans, on était loin de là.
Donc bravo à vous tous qui œuvrez dans ce sens-là. Voilà. On est un collectif, on n'est pas une association, on n'est pas une entreprise, donc on n'a pas de rentrée d'argent officielle. Collectif, c'est-à-dire que bah, du coup, on est juste un groupe de gens bénévoles qui s'amusent, encore une fois, à créer du contenu comme ce soir. Mais on a quand même des frais, c'est-à-dire qu'on a du Notion, on a du Meetup. Meetup, ça coûte à peu près 150 euros à l'année pour vous proposer de vous inscrire, etc. Donc, on a besoin d'un coup de pouce. Donc, on a un QR code qui vous emmène vers une cagnotte Lydia. Si vous avez déjà été à un événement de DSF, ou que c'est votre premier, ou si c'est votre premier, même 1 euro, en fait, ça fait la diff pour nous. Si vous êtes plusieurs à le faire, ça nous permet de payer un mois d'abonnement Google ou autre chose. Donc, je vous invite à le scanner, même si vous n'avez pas envie de donner ou vous ne pouvez pas donner tout de suite. Gardez le petit lien au chaud. Peut-être qu'un soir, vous direz, ah bah, je ne vais pas me prendre une bière, je vais mettre 6 balles sur la cagnotte DSF. Et nous, on sera trop contents de voir votre notif et on vous mettra en avant sur les internets. Donc, je vous laisse un peu de temps pour scanner. Je vous remercie d'avance. Ça marche pas? Est-ce que vous avez changé d'angle? Parce qu'on a testé tout à l'heure, ça marchait. Justement, la dernière fois, on avait des petits problèmes. Ça marche pas du tout? Pas assez de contraste. N'hésitez pas à vous lever. Vous voulez que je passe vos téléphones devant? Non, sinon, vous pouvez aller sur le site designsystem.fr avec un S, système. Et il y a le lien de la cagnotte aussi sur notre site, donc vous pouvez le retrouver aussi facilement. C'est pas le seul endroit où on n'a pas qu'un QR code, heureusement. Bon, en tout cas, merci d'avoir scanné. C'est à peu près bon pour ceux qui arrivent. Ok, encore un dernier. Non, ça marche pas. Bon, je vous invite à aller sur notre site du coup. Cool. Bah voilà, du coup, le programme, on en a déjà un peu parlé. Euh, Bah voilà, en fait, on va inviter du coup Fabien, Solène et Jean-Élie à nous rejoindre on stage pour parler du coup de leur retour d'expérience. Petit fun fact, l'histoire de DSF, comme je disais tout à l'heure à nos hôtes, a commencé avec l'équipe de Drivey à l'époque. On se rencontrait et comme je vous disais, c'est mon dernier event DSF ce soir avec Gatorand et je trouve ça assez cool. Merci de les applaudir. Bonsoir à tous. Merci Design System France de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup et merci Botify. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Solène Bora. Je lead l'équipe design au sein de Gatorand et je ne suis pas venue seule. Je suis accompagnée de Fabien Gavinet, qui est senior pro designer de l'équipe, mais qui est aussi product owner de notre design system qu'on appelle Cobalt, et de Jean-Élie Lecor, que je vais appeler JE toute la soirée. Donc, soyez préparés, qui lead toute l'équipe mobile engineer chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez Gatorand. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Gatorand? Ah, c'est bon, on se sent moins seul là. Chouette. Donc, notre mission chez Gatorand, c'est de faire en sorte qu'on puisse partager une voiture partout où vous êtes. On a vraiment envie de faire en sorte que les gens glissent de posséder une voiture à soi à avoir une voiture à disposition en fonction des besoins. Euh, Du coup, on a vraiment cette volonté de faire en sorte que ce soit vraiment super simple. Et donc, pour cela, on s'appuie sur une techno embarquée qu'on a dans les voitures et qui permettent d'ouvrir une voiture directement avec le smartphone. Ça veut dire que nos conducteurs, ils sont autonomes à partir du moment où ils réservent, qu'ils prennent la voiture et ils rendent la voiture. On essaie de faire en sorte que ce soit super fluide et vous pouvez louer une voiture pour des courtes durées comme de très longues durées. On a vraiment envie en fait de se positionner plus comme un service de mobilité que comme un loueur traditionnel. On est présent en Europe et aux États-Unis. Et bien sûr, vous pouvez utiliser notre service aussi bien sur web et donc, iOS et Android. Sachant qu'il y a toute une partie que vous pouvez faire sur web, mais bien sûr, dès que vous êtes en mouvement et que vous allez chercher la voiture, tout ça, ça se passe bien sûr. Je vais vous faire une petite introduction rapide sur notre design system qu'on a appelé Cobalt. D'abord, pourquoi on l'a appelé Cobalt? À l'époque, on cherchait un nom qui avait un rapport avec la mobilité. Et le cobalt, c'est un des matériaux qui est utilisé pour les batteries des voitures électriques. Et à l'époque, on trouvait que les voitures électriques, c'était un peu le futur. On a trouvé ça cool. C'était censé être temporaire, mais ça s'appelle toujours Cobalt et on trouve ça trop bien. Les premières discussions, elles ont commencé en 2018. À l'époque, ça commence un peu comme un side project. Les discussions démarrent entre le lead design,
lead front et lead mobile. Dès le début, on veut faire un design system web et mobile. Il commence à y avoir pas mal de littérature sur le design system web à l'époque, mais sur le mobile, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on se débrouillait un petit peu comme on pouvait. En 2019, on est dans une phase d'accélération. Il y a du changement côté équipe design. Donc, il y a un head of design qui nous rejoint. On fait venir aussi un product manager dans l'équipe. C'est à ce moment-là que Cobalt devient une squad et ça donne vachement plus de visibilité au design system au sein des équipes produits et ingénieurs. En 2020, on passe dans une phase de structuration. Il y a aussi du changement côté design. Solène reprend la partie lead de toute la team design. Fabien prend le lead sur le design system et c'est aussi à ce moment-là qu'on remet un petit peu à plat tous nos process et nos outils. Et ensuite, entre 2021 et aujourd'hui, on est un peu dans une phase de mise à l'échelle. Toutes les squads utilisent le design system. On a beaucoup plus de développeurs et designers qui participent au design system. Et on rentre dans une phase plutôt de maintenance où on va modifier des composants. Jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'ajout. On ajoutait, on ajoutait, on ajoutait. Et puis là, on entre dans une phase où il faut modifier et faire attention à ce qu'on ne casse pas tout à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Aujourd'hui, Cobalt, c'est disponible donc sur les apps web et le design. Sur les apps, ça se matérialise grâce à des composants qui sont ISO entre iOS et Android que les développeurs peuvent utiliser quand ils développent les features. La même chose sur le web. Et côté design, on a une documentation en ligne. On a des bibliothèques Figma qui sont partagées avec toutes les équipes PNI. Et depuis un peu plus récemment, on a aussi des ressources en UX Writing. Vous avez mis le lien vers la documentation, elle est disponible, elle est aussi disponible sur Design System France, vous pouvez la retrouver facilement si ça vous intéresse. Du coup, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment on est organisé aujourd'hui dans le design system, en tout cas dans l'équipe du design system. Donc d'abord, la composition un peu de l'équipe rapidement. Donc tout d'abord, moi, je suis product owner, je m'occupe un petit peu des échanges, de s'assurer que la contribution se passe bien dans le design system. Je suis contributeur. Il y a aussi d'autres designers qui sont directement impliqués dans le design system et aussi Christina qui est UX writer qui fait aussi partie de l'équipe du design system. Donc tout ça, ensemble, on forme un peu tous les contributeurs côté design. Il y a aussi deux devs front qui nous aident sur la partie pour le site web. Et on a aussi pas mal de développeurs mobiles qui participent. Ils sont plus nombreux parce qu'on a deux plateformes, iOS et Android, donc ils se répartissent un peu les rôles là-dessus. Donc là, vous pouvez voir en termes de contribution, on n'est pas tous forcément, personne n'est à 100% sur Cobalt. C'est vraiment une fraction de notre temps qui est dédiée au design system. Donc parfois, ça va dépendre des trimestres, mais c'est entre 10 et 10%, 20% pour les développeurs et ça peut monter beaucoup plus pour les designers. Et moi, je suis entre 40 et 50%, ça dépend des trimestres. Mais voilà, personne n'est vraiment dédié à 100% là-dessus. On a aussi des attaches dans les squads. Donc aujourd'hui, Cobalt s'est organisé comme une squad et du coup, ça permet plusieurs choses. D'abord, des travails, contributions sur des sujets de fond. Donc ça nous permet d'avoir une vision long terme sur le design system, faire évoluer et développer des projets transversaux. Ça nous permet aussi de développer des outils pour améliorer la vélocité de toutes les équipes. Et donc, du coup, comme on est une squad, comme les autres squads, on a aussi des roadmaps et on les présente au sein de rituels dédiés. On participe aussi au Demo Day, comme toutes les autres squads. Donc, on a un segment dédié. On va présenter un peu toutes les nouveautés autour du design system. Et du coup, ça va nous donner une visibilité à l'échelle de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, comme on n'est pas tous à 100%, enfin personne à 100%, on a une participation partielle au design system, du coup, ça nous permet d'avoir des personnes qui ont des pieds dans chacune des squads et du coup d'évangéliser tout ce travail de design system. Donc ça nous fait aussi des points de contact hyper proches au sein des squads. Mais on a aussi notre philosophie qui est que c'est un peu notre deuxième mission. On doit aussi saisir les opportunités des squads pour faire grandir le design system. C'est pas nous qui allons chez les squads dire moi il faut faire comme ci, comme ça. On va pas développer des composants ad hoc. C'est vraiment les squads qui vont avoir ces besoins et nous on va essayer de les saisir.
Et donc pour faire ça, bah, c'est un petit peu un cercle vertueux. Euh, D'abord, bah, nous, on est là pour accompagner les squads, pour les guider dans leur contribution au design system. Et en même temps, on a aussi bah, des contributeurs qui sont aussi membres de Cobalt. Et du coup, ça fait un peu comme ça un cercle vertueux qui permet d'alimenter le design system. Donc, comment on contribue à Gatorand au design system? Alors, surtout quand il y a certains designers, ils ne sont pas du tout euh, dans la squad Cobalt. Donc, comment ils font aussi pour contribuer? Et donc, on a comme ça différents niveaux de contribution qui sont assez classiques, hein, qui sont partagés avec d'autres entreprises. Mais on a par exemple le plus simple, bah, c'est quand il y a un report de bug. Donc, quelqu'un trouve quelque chose qui ne marche pas. Bon, ben, il y a un moyen de le remonter. On a parfois des personnes qui ont des suggestions de retour. Ah, pourquoi vous ne faites pas comme ci? Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Donc ça, il y a aussi une autre manière de le pousser. Et le dernier point sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est quand un designer a euh, une nouvelle requête pour ajouter un composant design system. Euh, du coup, là, on a tout un process en fait pour faire ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va détailler aujourd'hui. Avant de vous raconter comment on fait, on s'est dit que ce serait assez chouette de vous raconter plutôt les situations fréquentes auxquelles on était confrontés et qui pouvaient poser problème. On s'est dit que ça pourrait peut-être faire écho à des choses que vous connaissez actuellement, que vous avez connues. Enfin, voilà, on s'est dit que tout le monde allait peut-être se projeter. Euh, Première question, qui est designer dans l'audience? Qui est développeur? Yes, merci d'être venu. Qui est product manager? Ah, merci encore plus d'être venu. Trop bien. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Vous avez compris, Cobalt est une squad, donc ça signifie qu'en fait toute l'équipe produit et engineering est organisée en squad chez Gatorand. Donc, je ne vais pas vous raconter ce qu'est une organisation en squad, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. En revanche, on va vous raconter un peu pour chacun de ces rôles quelles pouvaient être un peu les situations vraiment reloues, on va dire le mot relou, que euh, chacun pouvait avoir l'expérience. C'est pas très français ce que je viens de raconter. Côté product design, on avait souvent des product designers qui avaient un dilemme lorsqu'ils étaient en train de concevoir une nouvelle feature et qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les composants adéquats dans la librairie ou qui sentaient qu'il leur manquait un composant dans la librairie. On avait souvent un dilemme de leur part et on avait un peu deux grands comportements ou deux approches très différentes. Il y a des product designers qui allaient un peu pousser le truc et essayer de faire en sorte de, tant pis, de faire du sur-mesure et convaincre l'ingénieur que ben, on allait sortir du design system et on va faire ce truc sur mesure parce que c'est pour la feature et c'est bien. Ça pouvait passer, ça pouvait ne pas passer, ça pouvait être retoqué en code review. Donc voilà. Et sinon, on avait l'autre dilemme ou l'autre un peu approche qui est de se dire, bah, je dégrade en fait ma feature. Je n'ai pas forcément ce qu'il me faut, mais je vais la dégrader et je vais me caler vraiment sur tout ce qui existe sur le design system. Ce qui peut être assez frustrant parce que bah, des fois, tu as un peu envie d'élever la solution que tu conçois. Côté ingénieur, la question qui revient ou qui revenait en tout cas le plus souvent, c'est il y a un design qui arrive et il y a un nouveau composant qui ressemble beaucoup à un composant existant. Donc la question qui revient, c'est est-ce qu'on crée un nouveau composant? Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser quelque chose qui existe déjà? Euh, et aussi, les questions qu'on se pose souvent, c'est ben, en fait, on crée un nouveau composant. Est-ce qu'il fait partie de business system ou est-ce que c'est un composant qu'on va utiliser une seule fois pour une seule feature et peut-être pas encore dans le business system? Et côté product manager, en fait, ce qui se passait, c'est que lorsqu'il y avait des discussions sur ce composant et des discussions qui se prolongeaient parce que le composant n'est pas dans le design system, qu'est-ce qu'on fait? Ou quand la code review se refaisait toquer, on a des product managers qui bah, voilà, comprenaient pas pourquoi ça prenait autant de temps, alors qu'en fait, normalement, un design system, on le vend en disant que vous allez avoir une meilleure vélocité. Et on avait un petit retour très souvent, et c'est vraiment quasiment une quote qui était c'est un peu galère de bosser avec Cobalt. Donc ça, c'est pas hyper satisfaisant d'entendre ce type de retour quand on a tout un design system. Et côté design system, bah, nous, on arrivait plutôt en fin de course. On était un peu devant le fait accompli, parce qu'il n'y avait pas forcément eu d'alignement euh, euh, entre les designers et puis les développeurs. Enfin, il n'y avait pas trop de suivi.
Et donc souvent, on posait plein de questions. Quand le dev était commencé, on ne savait pas trop comment y répondre. C'était un peu compliqué. Ça pouvait aussi venir directement des devs qui passaient en code review et tout de suite, ils avaient des questions en urgence. Oui, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Ils commençaient à remettre en cause directement pourquoi ça avait été fait comme ça. Et du coup, comme il n'y avait pas eu forcément d'alignement, c'était un peu compliqué. Et en termes de style aussi, parfois, il se passait des choses où il y avait des choses qui se passaient un peu en chambre entre le designer dans sa squad et il faisait un composant qui ressemblait beaucoup à un autre composant, mais du coup, il était quand même sorti, sans forcément qu'il y ait une concertation un peu globale au niveau du design system. Donc ça, c'était un petit peu problématique. Est-ce que ça vous parle, ce type de situation? Je vois un gros. Très bien, ça marche. Du coup, enfin, moralité de l'histoire, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas intégrer les besoins qui émergent au sein des squads pendant les phases de conception. On ne savait pas faire ça, on n'avait rien mis en place pour le faire. On s'est dit qu'il y avait un peu deux grosses directions qu'on pouvait prendre. La première, c'est se dire qu'en fait, on libère du temps de Cobalt, c'est-à-dire qu'on libère du temps dans la roadmap de Cobalt et on décide de consacrer 30 à 50% du temps de Cobalt à répondre aux besoins qui arrivent au fil de l'eau pendant les trimestres des squads. Sauf qu'on vous l'a déjà raconté, en fait, notre squad, notre team Cobalt, ce ne sont pas des gens qui sont à 100% pour le design, sur le design system. C'est des gens qui travaillent sur d'autres scopes. Ça veut dire qu'il va y avoir des charges de travail différentes, des moments de rush différents en fonction du squad auquel vous appartenez. Et on s'est dit, mais en fait, ça ne va pas permettre de répondre aux besoins, ça ne va pas passer à l'échelle scalable quand on le fait en franglais. Et en fait, on va être très limité, on va créer encore plus de problèmes. Donc, on a plutôt choisi la seconde option, qui est de se dire, très bien. Maintenant, on ouvre la possibilité en fait à un product designer qui est au sein d'une squad, qui n'est pas contributeur au sein de Cobalt, de pouvoir concevoir un nouveau composant et il va pairer avec son ingénieur pour pouvoir non seulement le concevoir, mais c'est l'ingénieur qui va intégrer ce nouveau composant pour le design system. Forcément, ça c'est facile à se dire, mais ça soulève pas mal d'enjeux de questions. Donc la première chose, c'est faire en sorte que il faut vraiment s'assurer que ce binôme product designer et ingénieur soit super autonome, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils savent tous les deux qu'est-ce qu'il faut faire, par quelles étapes passer, enfin, que ce soit hyper fluide et hyper compréhensible pour eux. Parce qu'in fine, en fait, il ne faut pas qu'on vienne casser la vélocité des squads, il ne faut pas qu'on reporte des releases, etc., parce que ça prend trop de temps. Donc, il faut que ça s'assure qu'il y a un bon rythme de travail. Et puis, in fine, il faut que le résultat en fait, qui va être produit par ce binôme il soit bien cohérent avec l'ensemble de notre système. Donc, il va falloir aussi qu'on s'assure de mettre un peu des garde-fous pour qu'à la fin, on ait vraiment un truc super cohérent. Donc, c'était ça un peu notre problème. Comment on fait ça de manière efficace, c'est-à-dire bien, avec les bons moyens et avec la bonne rapidité. Donc, l'équipe Cobalt, on s'est réunis avec l'équipe Cobalt, on a fait un premier workshop et ensuite on a mis en place des solutions et on a continué à les améliorer. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'en fait, ça ne se fait pas en un petit coup de baguette magique, c'est normal et c'est OK de se dire, vous mettez en place des premières choses et vous voyez ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, vous venez itérer exactement comme n'importe quel produit. On va vous raconter maintenant comment on procède et c'est vraiment le fruit de tous ces tests and learn. Donc, on a commencé par définir les responsabilités de chacun. Donc en fait, dans Cobalt, quand il y a un nouveau composant qui doit être fait, quand une squad a besoin d'un nouveau composant, c'est le product designer de cette squad qui va prendre le lead sur toutes les différentes étapes dont on va vous parler juste après. Donc le product designer de la squad, il est responsable de la création du composant. Il organise les discussions autour du composant, il conçoit et spécifie le nouveau composant. Et à la fin, il documente aussi le composant via les librairies Figma et via Zero Height. Et on a le copilote, c'est l'ingénieur de la squad, donc ça va être, ils vont travailler en binôme, qui est responsable de l'intégration du composant, mais qui est dans les discussions très très tôt, donc idéalement dès le début. Il va construire le composant et l'intégrer dans la feature en cours. Il organise une QA quand le composant il est prêt. Donc par exemple pour les applications mobiles, ça va se matérialiser par ce qu'on appelle une build de QA, donc c'est-à-dire mettre dans les mains du product designer une version de l'appli qui contient le composant. Comme ça, on peut directement le tester sur iOS ou sur Android. Et enfin, il est responsable de mettre à jour les librairies, que ce soit sur le web ou sur le mobile. La team Cobalt, pendant ce temps-là, en fait, elle est responsable de la validation du composant. Elle valide le besoin.
elle valide les specs du nouveau composant. Et surtout, elle a un travail d'accompagnement. Donc, elle va accompagner le product designer et l'ingénieur pendant la conception du composant grâce à des référents design, X-Writing, iOS ou Android qui vont pouvoir aider la squad qui a besoin de ce composant à le délivrer. Et à la fin, la squad, l'équipe Cobalt, elle est garante de la qualité de la documentation et que la documentation soit bien publiée, que ce soit sur le web ou sur les applis, euh, pour que tout le monde ensuite puisse utiliser ce composant dans n'importe quelle squad. Le product manager, pendant ce temps-là, si tout se passe bien, il n'a pas besoin de mettre son nez dans ce qui se passe. Idéalement, il se focus sur sa feature et il peut déléguer la partie design au product designer et à la squad de Cobalt et à tout le process Cobalt. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Une des premières questions qu'on s'est posées dans les workshops dont Solène parlait tout à l'heure, c'est OK, ça fait quand même beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde doivent se parler. Par quel moyen on fait ça? Nous, on a décidé de ne pas réinventer la roue. On utilise des techniques que, en fait, enfin, on a réutilisé les habitudes de travail déjà partagées au sein des équipes. L'idée, c'était d'éviter les discussions en one-one, donc de centraliser les échanges. Pourquoi? Pour permettre aux membres de la squad Cobalt de participer aux discussions, d'aligner la tech et le design et de documenter les points de vue. Donc ça, c'est la partie écrite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, on a un channel Ask Cobalt, qui est un channel assez généraliste, où n'importe quel squad peut venir poser des questions à l'équipe du design system. Donc souvent, les discussions, elles démarrent là-dessus, enfin, sur ce channel. Et si on se rend compte qu'un composant en particulier demande plus d'attention, on peut créer un channel dédié à ce composant, où il y aura dedans, enfin, où il y aura sur le channel les designers et développeurs de la squad Cobalt, les designers et développeurs de la squad qui ont besoin du composant. Le product manager peut aussi être là si besoin. Mais on s'est rendu compte que les échanges écrits, c'était pas forcément tout le temps suffisant. Donc, on a aussi créé des temps de discussion synchrones parce que ouais, l'écrit ne suffit pas toujours. Ça permet d'accélérer les échanges de points de vue et ça permet d'aller plus loin dans le détail quand on se parle en synchrone par rapport à du écrit. Et concrètement, donc nous, enfin, l'équipe design utilise beaucoup le principe des designs critiques pour les features. Et donc, en fait, on a adapté des designs critiques qu'on a appelés Cobalt critiques, qui sont des échanges uniquement sur les composants et non pas sur les features, en incluant, pareil, toutes les personnes qui ont voix au chapitre sur ce nouveau composant. Et on inclut aussi les membres de la squad de Cobalt qui sont amenés à conseiller sur le composant. Et oui, on a mis aussi en place un process qu'on appelle le process Cobalt. Ce process, il est constitué de 5 étapes: filtrer, concevoir, valider, construire et documenter. La première étape, c'est vraiment cette étape de filtrage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où on va rendre légitime ou non ce besoin de nouveaux composants. C'est un moment où on responsabilise beaucoup le product designer et on demande vraiment à ce que la librairie était un peu fouillée. Vérifier aussi que du coup, si ce composant se fait, est-ce qu'il va y avoir d'autres opportunités de l'utiliser ailleurs dans le produit ou dans le futur pour sentir que c'est des choses dont on manque. Et tout ça, ces discussions se font avec Cobalt. Et une fois que Cobalt et le binôme product designer ingénieur se tapent derrière la main, ils peuvent passer en phase de conception. Première chose à faire en phase de conception, ouvrir ce fameux Slack channel dédié aux nouveaux composants dont JE a parlé. Et ensuite, pour guider cette phase de conception, on a mis en place un template qui est sur Notion, qui est un template qui va, avant de raconter, ouais, c'est un template qui va permettre en fait de décrire toutes ces étapes par lesquelles le binôme doit passer. Donc ça permet d'autonomiser, il n'y a pas besoin de le raconter, c'est super bien guidé. Et du coup, les deux je vais dire parties prenantes, c'est moche. Les deux contributeurs vont savoir ce qu'ils ont à faire. Ça permet aussi d'assurer la cohérence, on en a déjà parlé, mais s'assurer que ce qu'il produit, c'est bien cohérent avec ce système qui est plus large. Et donc, vous allez voir, il y a des garde-fous où vraiment ce binôme est censé aussi y réfléchir, quoi. Il va vraiment faire en sorte que ce truc-là rentre en résonance avec le reste. Et en fait, in fine, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on prépare déjà la documentation ensuite qu'on va publier. Je vais vous le détailler. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah ouais, puis c'est tout petit. Ok, je vais faire la maîtresse d'école.
Ok, donc il y a toute une première partie sur le Doc Notion qui sont vraiment des trucs très contextuels qui permettent de comprendre le contexte. Ici, vous voyez pas, mais c'est marqué Squad Involved des plateformes. Donc on vient dire en fait c'est quel squad qui est en train de, enfin pour quel squad ça bénéficierait et sur quelle plateforme ça. Ah ouais, merci. Deuxième partie, c'est les responsabilités. Vraiment, ce truc de responsabiliser les gens, c'est un de nos enfin, c'est un de nos test and learn. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il fallait vraiment qu'on soit hyper insistant sur qui est responsable de quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous le rabâcher. C'est que c'était hyper important de clarifier ça. Donc, on retrouve qui est le designer responsable de la conception du composant, qui va être l'ingénieur responsable de l'intégration, et qui vont être ce qu'on appelle les Cobalt Advisors, les personnes qui vont les accompagner et répondre à leurs questions. Document de référence, retrouver le Figma pour la phase de conception et ensuite les différents GitHub. Et ça, c'est un peu voilà, la mise en bouche, on va dire. Et ensuite, il y a toute une partie qui est vraiment sur qu'on demande à compléter en fait. La première, c'est toute la partie argumentaire. Il faut vraiment qu'il y ait une explication qui justifie qu'il y a besoin de ce nouveau composant et pourquoi il manque quelque chose dans notre librairie actuelle. Ça peut paraître rébarbatif, mais c'est un super garde-fou et ça permet d'excellentes discussions. On en parlera plus tard. Il y a ensuite toute la partie qui est vraiment les spécifications de ce composant. Euh, Ça veut aussi dire que souvent le product designer va devoir aller au-delà dans la description des specs qui seraient nécessaires pour sa propre feature. Expliquer le comportement, quelles vont être les différentes euh, situations, comment ce truc va réagir, est-ce qu'il y a des variants, etc. C'est un investissement qu'on demande au product designer d'aller jusqu'au bout parce qu'après, ça permet d'avoir quelque chose qui est clé en main pour les autres. Donc, c'est un temps qu'on est OK de passer là parce qu'on sait qu'on le récupère ailleurs. Toute la partie règles d'usage, comment je suis censé utiliser ce composant, à quel moment, les fameux do and don't. Et là, vous voyez déjà qu'on prépare la documentation, en fait. On commence déjà à expliciter, en fait, quelles vont être les règles d'usage. Et la dernière partie, l'appartenance au système. Donc, on a défini les règles d'usage. Maintenant, expliquez-moi, en fait, où on pourrait l'utiliser à l'avenir, comment on pourrait vraiment, peut-être même refaire des choses qui sont legacy dans notre produit, qui pourraient nous bénéficier d'un revamp pour ce genre de choses. Et voici un petit exemple de Notion rempli par une équipe qui a travaillé sur un composant. C'est un vrai exemple. Ensuite, il y a la troisième étape. Donc ça, c'est la validation. C'est un peu le contrôle qualité, on va dire. Donc, pendant cette validation, le design il est à peu près sec. Là, on fait un peu les derniers arbitrages, euh, les dernières questions qui sont posées. Et donc, là, le rôle de la squad Cobalt est un peu plus prononcé. On va le baptiser, ce composant. On va s'assurer que ce nom-là, il s'inscrive dans le reste du système. On va regarder en détail les specs qui ont été fournis par le designer pour s'assurer que ça respecte les fondations, que ça soit conforme avec ce qui existe déjà. L'affiliation avec le langage visuel, on ne veut pas créer un truc qui soit exogène avec le langage visuel qu'on a déjà en utilisation dans le design system. On check la doc, on la relit, on s'assure aussi que c'est tout bon côté développeur, qu'il n'y ait pas de questions cachées. Parce que ça, on sait qu'après, c'est des trucs qui vont nous revenir en boomerang, quoi. Et on regarde aussi un peu les règles d'accessibilité, on fait attention à ça. Et donc, toute cette phase, elle est assez importante parce que du coup, on enlève un peu une épine du pied pour les développeurs. Ça les rassure, en fait, de se dire, bon, bah, c'est bon, tout ça, ça a été fait. On peut commencer à travailler sereinement notre composant. Donc là, on arrive à l'étape de l'intégration du composant par le développeur. La première étape, c'est de développer le composant, que ce soit sur iOS, Android ou le web. Il y a une deuxième étape hyper importante, c'est l'étape de la code review, où il y a un deuxième développeur. Donc la code review, c'est une fois que le composant a été développé, codé. Donc la code review permet à un deuxième développeur de venir vérifier que le code respecte bien les guidelines de code dans les applications. Mais aussi, le reviewer, il a la responsabilité d'aller voir le Figma, la spec, pour s'assurer que le code qui a été produit il correspond bien à ce qu'on voulait pour le composant. Et la dernière étape, c'est d'ajouter le composant au showcase, donc sur les apps ou au storybook pour le web.
Et enfin, la documentation. Là, encore une fois, le template que Solène vous a présenté, ben, il va nous servir un petit peu là-dessus. Il y a tout un système de suivi. Moi, ça c'est un peu ma tâche, on va dire, où là, je vais un peu checker que tout a été bien publié, que ce soit dans les showcases, etc. Affiner un petit peu la description, l'introduction de la documentation, et j'ai une petite checklist en bas qui est que pour moi, pour m'assurer que bah, c'est tout bon et qu'il est pleinement documenté. Du coup, première étape à checker, bah, c'est s'assurer que le composant il est bien publié dans Figma, dans les différentes librairies qu'on a. Donc là, on en a trois sur iOS, librairie Android et composants web. Il y a aussi ce qu'on appelle les showcases. Donc ça, c'est la responsabilité des développeurs. Mais en gros, sur les apps, dans les apps qui sont sur staging, en fait, on a un système qui nous permet de visualiser un peu le design system. Donc il y a les couleurs, les fontes, les icônes, mais il y a aussi tous les composants. Et donc bah, s'assurer qu'il est au moins là-dedans pour que demain, un designer qui a envie de voir aussi à quoi ressemble bah, euh, le composant, il puisse le voir en vrai, entre guillemets. Et sur le web, c'est sur Storybook que ça se passe. C'est l'équivalent, on va dire. Donc ça permet de s'assurer que côté dev, bah, le composant, il existe vraiment et ça fait aussi partie de la documentation. Et enfin, il y a la documentation en ligne. Et donc, nous, on utilise Zero8 pour documenter tout le design system. Et donc là, pareil, là, bah, on va un peu presque copier-coller puisque tout le travail aura déjà été fait avant dans le document un peu de suivi du composant. Il n'y aura plus qu'à l'ajouter en fait dans la documentation. Et on a aussi un autre outil qui s'appelle le Design System Tracker. Et celui-là, en fait, il nous permet un petit peu d'avoir un suivi un peu global. Parce que quand il y a plusieurs composants qui sont en cours de conception en même temps par plusieurs squads, ça peut commencer à devenir le bazar entre il y en a qui sont en phase de conception, il y en a qui sont validés, il y en a qu'il faut checker s'ils sont bien dans le showcase. Ça peut vite devenir le bazar. Et moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans des situations où je devais passer beaucoup de temps à demander à chacun où ça en est, et il n'y avait pas trop d'outils centralisés. Donc du coup, on a le board Notion dans lequel va atterrir finalement tout le template qu'on vous a présenté. Et donc du coup, on va un peu le faire évoluer comme ça de statut en statut dans le tracker. Donc là, vous pouvez retrouver finalement toutes les étapes. Donc chaque colonne reprend un peu toutes les étapes. Donc il y a la première colonne, c'est vraiment la phase de filtrage, c'est un peu limite les drafts de composants. Après, dans la partie design, bon, bah, c'est là où il va y avoir pas mal d'échanges. On va commencer à venir alimenter avec les specs design, etc. Validation, bon, bah, là, on va commencer. Il y a beaucoup plus de gens qui vont commencer à discuter dessus. S'il y a des opinions à manifester, bah, c'est le moment avant qu'on valide tout ça. Build, moi, ça me permet bien de savoir que c'est en cours de dev et du coup, bah, je peux aller toquer les devs en disant bah, là, où est-ce que ça en est? Je sais que normalement, c'est dans cette phase-là. Est-ce que c'est terminé ou pas? Et la documentation, bah, ça fait un petit backlog de choses à mettre dans les documentations et pour s'assurer qu'on est jusqu'au bout de la boucle. On a aussi divisé en deux parties le Notion parce que on a regroupé par exemple un composant pour les apps. Bah, on regroupe iOS et Android parce que du coup ils sont iso-fonctionnels, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une carte pour le composant iOS, une carte pour le composant Android. Donc c'est pour ça qu'on a tout mis dans Mobile Apps quand c'est les composants pour les applications mobiles. Et on a, on va dire, un stream dédié pour les composants web. Donc comme ça nous permet de séparer. Si moi je veux juste voir ce qui se passe côté web sur la partie du design system, c'est pas les mêmes devs qui sont impliqués, ces fois c'est pas forcément les mêmes features, ça permet d'avoir un suivi un peu plus précis. Et pareil pour les apps, etc. Ok, ça fait pas mal d'informations là, on vous a pas mal bombardé. Du coup, on s'est dit on allait vous donner 5 secondes là, pour prendre une petite respiration avant de faire le bilan. Je vais compter avec mes mains. Pas mal. Allez, c'est reparti. Ah, je vous rassure, on arrive sur la fin là. Un petit bilan depuis, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Petit bilan sur la vélocité. On se rend compte que les binômes sont de plus en plus autonomes. Au début, ça nécessitait un petit peu d'onboarding, etc. Et maintenant, on a vraiment des product designers qui sont super autonomes, par exemple. Et on a remarqué qu'on est plutôt à 2 semaines pour se concevoir et intégrer un nouveau composant. Notre unité de mesure est assise là. C'est toi, Marion. Quelle était notre unité de mesure?
Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. On se rend bien compte qu'on demande un effort supplémentaire aux product designers au sein de leur travail, au sein des squads où bah, ils ont déjà une pression d'aller vite. Mais en fait, on est quand même assez content du résultat et on pense vraiment qu'on est OK de mettre cet investissement-là parce qu'on a un bon retour derrière. Efficacité de moyens, pourquoi on trouve qu'on a une meilleure efficacité de moyens? C'est que toutes ces discussions démarrent au moment du filtrage. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce composant-là ou pas? Qu'est-ce qui serait judicieux de faire? En fait, on se rend compte qu'on redirige beaucoup mieux les designers. Ou on les redirige mieux sur finalement, oui, des composants existants. Ils n'avaient pas forcément vu qu'en fait, ça peut être très malin. Ou même sur les variants. Les variants, ça prend vraiment beaucoup moins de temps. Et ça, c'est un truc qu'on utilise bien mieux qu'auparavant. Donc, c'est là où je parle d'efficacité de moyens. C'est là, au lieu de s'embarquer sur un nouveau composant, mettre tous les efforts, passer du temps, ben, en fait, déjà là, on a un bon filtrage. C'est quand même pas anodin pour une équipe design. Alignement, puisqu'il y a toutes ces discussions, il y a vraiment toute cette attention à être super cohérent. On a aussi un meilleur alignement entre les product designers et ingénieurs. Je ne dis pas que c'est tout le temps à 100% fluide. Ça arrive que, enfin, c'est ce que tu disais, Gio, d'ailleurs, que ça arrive encore que des fois, il y a des petits couacs ou des trucs qui sont retoqués en code review. Mais on en a beaucoup moins qui sont bloqués et donc des PM qui sont tellement plus heureux. Cohérence aussi d'ensemble. Ce qu'on vous disait, c'est que c'était important pour nous que Cobalt s'appuie en fait sur les besoins des squads pour enrichir le design system. Et comme là, en fait, tout arrive des squads, en fait, on a vraiment un design system qui est au plus proche des besoins. C'est-à-dire qu'on c'est pas Cobalt qui potentiellement pourrait être presque enfin, dans une tour d'ivoire, mais pas du tout. En fait, il y a vraiment ces échanges-là et en plus, ça rajoute une dynamique venant des squads. Donc, c'est super, super chouette, super intéressant. Et puis, ben, on a aussi des designers qui connaissent encore mieux qu'avant les composants, et ça, c'est super chouette. C'est pas toujours évident, en fait, de maîtriser un design system qui commence à être mature. C'est quand même beaucoup d'infos, beaucoup de choses. On vous a dit aussi qu'on a intégré des guidelines du X-Writing. Et donc, par ce travail-là, on a aussi des gens qui maîtrisent encore mieux leur outil. On a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais voilà. Donc, ce qui est hyper satisfaisant, c'est qu'on voit que ce design system va s'enrichir plus vite. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans un quarter. C'est pour ça que d'ailleurs Fabien vous a dit qu'il avait dû mettre en place un tracker. Et donc ça, c'est très cool et toujours plus proche du besoin. Il y a encore des améliorations. Il y a encore des petits couacs. C'est un process qu'on continue à améliorer. Euh, Premier truc qu'on voit, c'est que bah, du coup, on a beaucoup plus de documentation en public qu'avant. Et du coup, bah, Fabien a plus de charge de documentation qu'avant. Même si elle est prête, à un moment donné, il faut le faire. Et il faut officiellement publier. Donc voilà, c'est un peu un sujet blague, mais c'est réaliste. C'est réel. Voilà pour notre présentation et voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. On vous a fait un QR code avec le Design System Tracker. Si vous voulez copier-coller, il n'y a pas de problème. L'améliorer. Si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à nous dire aussi. Si ça ne fonctionne pas, je vous laisse le temps. Et l'autre chose, c'est qu'on vous a mis un petit coupon Gateron. Vous pouvez utiliser ce coupon jusqu'au 31 décembre de cette année. Et c'est 20 € pour votre prochaine location. Moi, j'imagine que ça va être le temps des questions là. Euh, ouais, merci pour la présentation. Vous avez dit que vous aviez des équipes dans plusieurs pays. L'impact du design system, est-ce qu'il est aussi international? Et si oui, quel a été l'impact? Ok. Alors, on a plusieurs équipes dans plusieurs pays, mais jusqu'à encore, c'est encore le cas, on a 2 produits différents aux US et en Europe. Donc aujourd'hui, l'équipe enfin, ouais, je vais faire du franglais, on s'en fout. L'équipe US utilise notre design system et plus comme un UI kit, c'est-à-dire qu'on a une designer qui vient pusher dans ce qu'on a fait pour être au plus près de ce qu'on a fait. Mais comme on a encore 2 produits différents, ils n'utilisent pas notre design system. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si vous êtes Chicago et en Floride, on a intégré notre produit, vous utilisez le produit européen, Chicago et Floride. Et normalement, début janvier, mi-janvier, c'est l'ensemble du produit européen qui sera sur l'ensemble du territoire américain. Donc là, on va vraiment pouvoir scaler à l'ensemble voilà, des 2 anciennes orgs, mais maintenant équipe globale, ce design system.
Merci pour la présentation. J'ai deux questions. Déjà, pour trouver le nom du design system, est-ce que vous avez utilisé un modèle, je sais pas, un workshop, je sais pas, ou autre, juste système de vote basique? Et ma deuxième question, c'est comment s'est fait l'ajout de l'UX Writing au sein du design system? Voilà, comment ça s'est répercuté? Parce qu'il y a le binôme ingénieur-designer et le UX Writing, où il arrive l'UX Writer? Voilà. J'essaie de répondre à la première question sur le nom. Vraiment, c'est venu un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de process ou de workshop. C'était une toute petite équipe à l'époque. Je pense que c'est devenu dans une discussion vraiment comme ça, très informelle. Et par contre, au début, on se disait quand même il nous faut un nom, parce que notamment dans le code, on a besoin de potentiellement vraiment préfixer chacun de nos composants pour que ce soit euh, tous les composants au même endroit. Et on s'est dit, on ne veut pas appeler design system. Enfin, et voilà, on a voulu lui donner un nom pour pouvoir préfixer à tous nos composants dans le code. Donc, c'était aussi pour ça qu'on a fait ça. Alors, pour l'UX Writing, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était de ramener toute la partie ton de voix, tone of voice, le glossaire, tous les basiques en fait de comment on s'exprime, on doit s'exprimer, qui sont un peu les fondations de l'UX Writing dans le produit. Donc ça, c'est une première couche, un peu comme les fondations d'ailleurs en design system où tu as les couleurs, la typo, c'est vraiment le même principe. Et ensuite, on va venir chercher des choses ad hoc. Donc, il y a aussi beaucoup de composants qui nécessitent de l'attention du X-Writing. On a des composants. Un bon exemple, c'est une banner. Une banner, il y a un titre, il faut savoir comment le titre doit être écrit, il faut qu'il aille droit au but, il faut que les caractères passent pas plus de temps. Et puis, tu peux donner déjà des règles en fait, ou des guidelines pour que ton product designer, ton product manager, quand ils en font une, ils l'écrivent mieux. Donc en fait, tu vas avoir vraiment plusieurs niveaux, du macro jusqu'au micro. Et nous, on a vraiment aussi des règles sur certains composants. On vient pousser avec des do and don't quand tu écris dans ce composant-là. Voilà ce qu'on veut. Les boutons. Quel glossaire tu utilises pour les boutons? Est-ce qu'il faut absolument éviter dans les boutons? Enfin, il y a vraiment tous ces niveaux-là. Et c'est super riche parce qu'après, par exemple, nous, on a une seule UX Writer, donc ça permet aussi d'optimiser ensuite les équipes qui ne vont pas forcément pouvoir collaborer. Je fais plein de fois, mais collaborer avec cette personne, ça permet d'avoir des règles et de savoir comment faire et de progresser aussi, faire progresser l'équipe en interne, quoi. Ça, c'est super intéressant, c'est super clé. Je crois que l'UX Writing, c'est peut-être le truc en plus qu'on partage le plus en tant que product designer avec les product managers. Parce que, y a quand même beaucoup de product managers qui se retrouvent à écrire des emails, par exemple. On a aussi des règles pour les emails. Donc tout ça, c'est quand même assez clé pour créer un peu de qualité et de la cohérence d'ensemble sur l'ensemble de l'expérience que l'utilisateur va vivre. Euh, Merci à tous les trois. J'ai deux questions. La première, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous y avez déjà répondu. Dans le cas où il y a deux squads qui travaillent sur une fonctionnalité qui demande un même composant, comment ça se passe? Est-ce que, il y en a un qui se lance et l'autre attend? Comment vous gérez ça? Et la deuxième, c'est plus un exercice de prospective, on va dire. Dans le cas éventuel d'un rebranding, est-ce que vous suivriez le même process ou est-ce que vous l'envisageriez de manière différente? Euh, Deux composants en même temps, en fait, en général, comme on a des scopes qui sont assez séparés, mais en vrai, ça pourrait arriver quand même. Je suis pas sûr que c'est vraiment arrivé dans l'histoire du design system. Mais comme il y a l'équipe Cobalt qui centralise un peu les échanges, les demandes, bah, du coup, on va vite spotter s'il y a déjà un truc similaire qui va exister ou pas. Mais en vrai, comme le site design system il est assez mature, c'est quand même assez rare qu'il y ait deux besoins identiques qui émergent en même temps. En général, il y aura suffisamment de composants pour piocher dans l'existant, quoi. Mais bon, on va jamais dire jamais, parce que ça peut arriver. Étant la deuxième question, tu peux me rappeler rapidement? Ah oui, le rebranding. Je pense que ça, comme c'est un gros truc, à mon avis, ça sera un projet dédié parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont changer. Alors, certes, les composants ils vont être affectés, mais on ne va pas créer 20 entrées dans le design system tracker pour suivre tout ça. À mon avis, ça va être des développeurs et des product managers des product designers qui vont travailler tous ensemble parce qu'on ne peut pas changer qu'une partie, on va essayer de changer tout d'un coup, quoi. Et, ouais.
peut-être juste rebondir sur la première partie. Ça peut arriver parfois qu'il y ait des choses qui soient faites en parallèle et où en fait la team du design system a pour projet de revenir un peu plus tard sur ces composants-là et en fait on laisse un peu aussi les choses vivre tant qu'elles sont identifiées, mises dans le backlog et qu'on a une timeline pour revenir dessus, pour resynchroniser les composants. Voilà, ça peut être aussi comme ça que ça fonctionne. Bonsoir. Admettons, je suis product designer chez Getaround dans une squad qui n'est pas celle de Cobalt. J'ai un composant je vois l'opportunité qu'il y a un composant à ajouter au design system et je vais apporter du poids dans l'étape du frame. Euh, Est-ce que moi, je serais amené du coup à essayer de sonder les autres designers qui font partie des autres squads pour susciter l'intérêt à l'équipe Cobalt oui, j'ai constaté qu'il y a des besoins de la part des autres squads. En gros, comment l'étape de frame se fait pour que l'équipe Cobalt puisse se dire, OK, il y a un réel intérêt, cette technique de persuasion en gros. Parce que j'ai souvent entendu dans ma jeune carrière que pour qu'un composant soit ajouté au design system, il faut il y ait au moins 2 squads qui l'utilisent minimum. Est-ce que ce principe, vous l'appliquez ou c'est une règle qui vous passe totalement au-dessus? 2 squads, parfois ça va être. On va saisir l'opportunité des fois pour refondre un composant qui est déjà existant. S'il y a un besoin qui va s'approcher d'un truc qui va ressembler, on va en profiter pour faire ça. Parce qu'on a le produit, il est quand même assez vieux maintenant et souvent, des fois, des propositions, ça va être des fois de redesigner un truc existant. Donc on va juste bien légitimer, mais pourquoi tu veux le redesigner, etc. Après, quand c'est un nouveau composant, on va juste regarder s'il y a vraiment des besoins. On va essayer d'identifier rapidement les besoins dans les autres squads pour voir si ça pourrait remplacer quelque chose qui est existant. Parce qu'on a pas mal de choses qui sont legacy aussi dans le produit, qu'on essaye un petit peu de résorber. Et du coup, c'est des opportunités pour faire progresser le produit dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas vraiment comme tu dis, de truc de persuasion. C'est un peu du bon sens. On se dit, non, mais là, oui, effectivement, on va en profiter. Ça ne nous fera pas de mal d'introduire ce nouveau composant, par exemple. Ça se défend un peu plus comme ça, j'ai l'impression. Mais Je suis d'accord avec toi, ça c'est vraiment dans la discussion, mais c'est vraiment assez smooth en fait, hein, de ce côté-là chez nous. En revanche, ce qui est intéressant, c'est peut-être de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que ça arrive, qu'on voit aussi que à certains endroits, qu'on a vraiment un truc qui va être utilisé que là, et on est OK avec ça. Et ça, en fait, c'est pas un composant, c'est ce qu'on appelle un snowflake, et on est OK. Et je crois qu'en fait, ça fait un petit bout de temps aussi que Fabien et moi, on est chez Gaëtan, donc on commence à bien connaître le produit. On a beaucoup de temps de discussion avec les autres pro designers. Entre designers, on a ce qu'on appelle des petits rituels de Cobalt Sync où on vient se raconter un peu à la fois Cobalt, les contributeurs de Cobalt montrent sur quoi ils bossent, comme ça les pro designers savent ce qui va arriver et qui pourront utiliser à l'avenir, mais ça permet aussi de discuter de ce que sont en train de faire des pro designers qui ne seraient pas dans la squad Cobalt et qu'ils ont envie de faire ou qu'ils ou elles sont en train de faire. Donc je crois qu'aussi on ne s'est pas retrouvé avec toi, à devoir quantifier cette chose-là parce on a encore la chance d'être petit, et donc encore beaucoup de temps de dialogue. Et j'avoue que c'est assez confortable. On n'est pas arrivé au point où il faut, tu vois, un peu justifier avec une donnée quantifiée que c'est 2 squads. Donc on voit, et puis il y a souvent des besoins qui émergent au sein des squads qui sont finalement des choses qu'on a identifiées depuis super longtemps. Par exemple, on savait qu'on n'avait pas de composants pour faire du product marketing dans le produit. Bon, bah, le jour où il y a vraiment une squad qui dit non, mais là, il me la faut, tu vois, il y a aussi beaucoup de choses, on se dit, bah ouais, ça fait 1000 ans qu'on veut avoir ce truc super génial, on y va en France. Donc il y a aussi ce truc-là, comme dit Fabien, c'est aussi un gros produit, Legacy, il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire pendant des années. Donc ces choses-là arrivent aussi pas mal. Donc il n'y a aucun blocage sur ces sujets, quoi. Bonsoir, merci pour votre présentation. C'est la question IA pour le coup. Est-ce que vous avez commencé à intégrer l'IA dans votre processus d'une certaine manière et si oui, comment? Exciting! Attends, non, c'est une blague, mais parce qu'on en discute entre nous. On utilise de plus en plus l'IA pour faire un premier travail d'ébauche sur la copie en fait dans les features. Mais du coup, c'est pas du tout pour faire les guidelines. Mais du coup, moi, j'ai un peu envie de t'envoyer la balle. non, pas du tout. Pas du tout sonder ça. Peut-être ça pourrait solutionner mon problème de documentation, mais après, comme le travail de documentation, il est un peu
est un peu conçu tout le long, on stocke un peu toutes les décisions qui ont été prises au fur et à mesure du processus. Bon, bah, tout est déjà un peu fait à la fin quand il faut publier tout ça. Donc, en vrai, on ne s'est pas encore penché là-dessus. Bonsoir. Je voulais savoir quand vous avez identifié par exemple un composant que vous voulez refactorer, euh, ça peut venir voilà, d'une feature, un truc comme ça. Donc, a priori, c'est planifié. Euh, mais par exemple, que vous voulez élargir ce refactoring à d'anciens composants, un truc comme ça. Donc là, c'est plus une décision qui vient de la team du design system. Comment vous faites pour planifier ça? Parce que si ça rentre pas dans une feature, dans le business plan, parfois, c'est un petit peu mis à la trappe. Ça, on a le côté squad de Cobalt. Donc là, on a une roadmap, on a des features aussi sur lesquelles on travaille. Là, j'ai un exemple tout bête. On a travaillé sur harmoniser tout ce qui est éléments cliquables, etc. Quand est-ce qu'on doit mettre un chevron? Est-ce qu'on met une shadow sous des trucs qui sont cliquables, etc. Donc ça va toucher vraiment tous les composants. Donc ça devient un peu un projet de squad où il y a vraiment un membre de la squad Cobalt qui va travailler dessus. Et c'est dans le temps des développeurs qu'ils ont alloué à la squad où ce travail-là va se faire. Donc ça va être planifié sur un quarter. C'est un travail d'harmonisation qu'on va essayer de planifier. Et moi, c'est ce que j'appelle un petit peu des travaux de réduction de dette qu'on peut avoir. On va essayer de faire passer ce genre de choses. Mais on va essayer de s'assurer, avant de commencer à faire ça, que ben, c'est un besoin récurrent. Euh, Là, par exemple, un autre truc qu'on a fait, c'est mettre des couleurs sémantiques partout, par exemple. Ça, c'est un projet à grande échelle. On ne va pas s'amuser à faire ça sur un composant, mais pas sur un autre. Donc, quand on sait que c'est des trucs qui vont toucher un peu à tout, là, ça passe plus dans des projets roadmap Cobalt. Donc c'est pour ça qu'on a des projets un peu comme ça à long terme, où on sait qu'on veut bah, aligner plein de choses, etc. Donc, on sait que ça va bénéficier plein de composants d'un coup et on en profite avec ce système-là. Donc on a vraiment deux pieds en fait. On a la vision long terme avec la roadmap et il y a le côté un peu fil rouge. On est là pour accompagner les squads au fur et à mesure qu'elles ont des besoins ponctuels sur des composants, etc. Je la trouve super intéressante ta action parce que moi, ça me fait penser aussi à autre chose. C'est que des fois, justement, quand tu as donc un product designer qui est en train de faire une feature pour une squad org design system, quand des fois, ça nous arrive de vouloir de dire, OK, tu as raison, il faut changer un peu ce composant et on se rend compte qu'en fait, c'est plus compliqué parce qu'il va avoir plusieurs variants ailleurs et que si on commence à faire ça, en fait, c'est un gros machin. Et donc, du coup, on se dit, OK, on ne fait pas dans le cadre de la squad, on va faire un truc moins chouette, mais on va shipper la feature. En revanche, ça aide à alimenter le backlog Cobalt parce que ça va être des plus gros sujets. Et du coup, ça vient nourrir le backlog de la squad et leur roadmap à venir. Donc, ça, c'est super intéressant, c'est que tu as un peu ces deux effets-là qui sont. On a une question en ligne qui est, en dehors du tracker, est-ce que vous utilisez les tests UI? Donc, on n'a pas plus de choses, mais j'imagine que ça va être du Plutôt chromatique ou de côté dev, l'anti-régression. j'imagine. Les tests UI, on n'en a pas sur nos composants. Donc, d'où l'importance euh, sur l'étape de fabrication du composant, il y avait l'étape de la review. Et d'où l'importance de pouvoir faire une bonne QA sur le composant. Et c'est à ce moment-là qu'on s'assure que le composant il respecte bien les specs. Mais on n'a pas de test automatisé dessus. Je pensais à l'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte au sein du design system? Bah, par exemple, quand on a intégré ces histoires de couleurs, là, on a refondu les couleurs avec un prisme de l'accessibilité pour s'assurer que bah, elles soient accessibles, etc. Donc, comme ça peut bénéficier après partout où elles vont être utilisées. Donc, il y a ce genre de choses. Et là, on commence un peu à regarder les fonds de dynamique. On en parlait un petit peu pour les gens qui mettent des grosses typos sur leur téléphone, etc. Ça pose des problèmes aussi de l'aspect des composants. Et on essaie un peu de regarder ça un peu plus près parce que on peut avoir des très grands téléphones, par exemple, supportés. Et puis, des fois, il y a des gens qui ont encore des iPhone SE, par exemple, ce qui est très bien en soi, hein, c'est pas un problème. Et puis, des gens qui ont des paramètres d'accessibilité sur leur téléphone qui sont activés. Donc, quand on regarde l'app avec ces paramètres-là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sautent. Donc, peut-être c'est juste des principes qu'on pourrait intégrer lors de la conception. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'on pourrait ajouter dans le document que le designer doit remplir. Il y a peut-être une partie accessibilité qu'on pourrait ajouter à terme, par exemple. Ça pourrait être des pistes d'évolution.
Merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question sur la responsabilisation, en fait. Vous disiez que c'était très important de savoir qui est responsable de quoi. Comment vous aviez implémenté, si je puis dire, c'est pas technique, mais mis en place ces modes de responsabilisation? En fait, on l'a testé d'abord avec une première demande qui a été faite. Donc, on a dit, bon, bah, on a fait un petit point, bah, je crois que c'était Lucas à l'époque. Et du coup, on lui a dit, bon, bah, on va essayer de travailler comme ça. Tu vas un peu faire notre cobaye sur ce composant. Et on les a un peu laissés faire. Dès qu'ils avaient des questions, moi je notais, tiens, il y a beaucoup de questions sur ça, les devs aussi. Et puis à la fin, on a fait aussi une petite rétrospective pour voir un peu comment ça s'était passé. Puis on a tout de suite drafté des pistes d'implémentation, des trucs qui marchaient pas du tout, qui ont été remontés. Et on a essayé de fluidifier ça comme ça. Peut-être juste pour donner des exemples, en fait, tu vois, le fait de ne pas responsabiliser les gens, des exemples concrets, par exemple, on s'est rendu compte que pour l'ingénieur, la squad, c'était pas clair qui allait intégrer le composant. Quelque part, il s'attendait à ce que ce soit Cobalt qui l'intègre. Donc c'était un peu la surprise. Donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment communiqué. Il n'y avait pas suffisamment d'endroits où on répétait cette info-là. On s'est rendu compte aussi, pardon Fabien, hein, mais que Cobalt des fois manquait de réactivité dans les. Et c'est pas que toi en fait. Toi aussi manque de réactivité dans les réponses aux questions. Donc, en fait, c'est le fameux respect de la deadline en fait, qui est donné à la feature. Donc, il fallait absolument aussi que Cobalt se sente investi de répondre rapidement aux questions, d'où les Cobalt Advisors qui sont identifiés. Parce que du coup, ça dit un peu, eh, les gars, n'oubliez pas qu'il va falloir répondre rapidement à ces product designers ou ces ingénieurs de squad. Voilà, c'est un peu les gros exemples. Et l'implémentation, en fait, il y a effectivement communiqué onboarding, donc il y a pas mal d'onboarding, c'est ce que raconte Fabien, il a proposé à Lucas et ensuite aux autres designers, voilà comment on fait. Euh, mais au fur et à mesure, il y a une bonne connaissance aussi du process. Donc on sait aussi qu'entre les équipes, au fur et à mesure, ça se sait, ça se transmet bien. Je pense que demain, il y aura un nouveau développeur qui arrivera dans une squad où on a un product designer qui connaît bien tu vois, le process. Ça va se faire aussi très naturellement, quoi. Donc, il y a un côté un peu organique, puis des côtés un peu plus rappelés dans le Notion, mettre les petites têtes et tout ça, quoi. Juste d'ailleurs, si un nouveau développeur arrivait, il serait onboardé sur Cobalt pendant son onboarding. Donc en fait, on parle aussi du design system dès l'onboarding des développeurs pour qu'ils sachent que ça existe et comment ça fonctionne. Merci beaucoup pour la présentation et surtout pour le process qui était très clair. Moi, je voudrais juste revenir sur le process de filtrage. Comment est-ce que vous filtrez quand il y a beaucoup de demandes et enfin, comment vous annoncez que cette feature ne va pas pouvoir exister pour X raisons? Parce que moi, j'ai un peu cette problématique où c'est plus les pays qui viennent me demander des, euh, des nouveaux composants et parfois il n'y a pas nécessité à le faire. Donc, comment vous gérez des grosses demandes et comment est-ce que vous dites non à certains designers? Bah, ça peut se faire. Il y a le channel Ascobalt où il y a quelqu'un qui va dire, ouais, moi j'ai une idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Bah, peut-être des fois ça va se clore tout seul parce qu'il y a un autre développeur de la squad, Cobalt, qui va dire, bah tiens, regarde, ça ressemble beaucoup à ça quand même. Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas l'utiliser? Et puis c'est en plus prêt à l'emploi, c'est déjà dans le design system, tu gagnerais du temps à l'utiliser direct. Si vraiment il y a une vraie ça push, on va dire, pour l'utiliser, bah, le designer va peut-être commencer à créer la fiche du composant, mais on va quand même en discuter dans d'autres instances. Par exemple, on parlait du meeting qu'on a régulièrement entre designers pour un peu se partager tout ce qui se passe un peu sur Cobalt. Bon, bah, parfois, il y a un designer qui peut venir avec son projet de composant, on va dire, voilà, je pense qu'on pourrait faire ci et faire ça. Et on a un peu le contexte de la feature aussi dans laquelle il va être impliqué. Et du coup, comme ça, on peut discuter de si c'est vraiment aussi un besoin ou pas. Ça peut être discuté à ce moment-là. Ok, donc en fait, c'est que des designers qui viennent vous voir demain s'il y a un PO, quelqu'un qui est hors du design qui vous demande un composant, pardon, et qui ne connaît pas vraiment le système. Est-ce que ce process-là fonctionnerait ou pas? Euh, Bah, on n'a pas vraiment de PO et les product designers, en général, ils vont se reposer sur les product designers. Les product managers vont se reposer sur les product designers pour gérer en fait cette partie-là. Mais Je pense pas que on n'a pas de PO, mais disons que l'équivalent qui pourrait être les product managers, je pense pas qu'ils auraient tu vois, les skills, les hard skills nécessaires pour concevoir un composant comme il faut, qui s'inscrit dans un design system avec l'ensemble des specs. Donc,
Euh, je pense qu'on leur mettrait malheureusement un stop, mais en revanche, on leur proposerait de l'intégrer. Enfin, si ça fait sens de dire, OK, là, utilise autre chose, mais on va le mettre dans la roadmap et on va voir ensuite les priorités qu'on se mettra pour le prochain trimestre. Enfin, tu vois, c'est une manière un peu de dire un non très doux, parce que dans le sens où ça ne veut pas dire que tu dis un non ferme, c'est que pour l'instant, ce n'est pas la bonne solution. En revanche, après, tu peux internaliser ça dans ta roadmap. C'est plutôt des PO, toi, qui te demandent En fait, moi, ce qui se passe, c'est qu'on vient avec un besoin business. Ça veut dire que je vais travailler pour la Russie, les États-Unis, etc. On va venir me voir par rapport à un comportement russe, un comportement américain. On va me dire, ma cible a besoin de ça, je dois avoir ça. Donc, ça veut dire que les composants peuvent être différents, les features peuvent être différentes entre les sites. Mais effectivement, Ouais. Les moi, features, je comprends carrément. Nous, même, tu vois, on localise beaucoup. Par exemple, tout flot de paiement en North America, c'est pas du tout les mêmes logiques. C'est pas les mêmes moyens de paiement. Donc, tout ça, c'est très localisé. Du coup, ça fait sens. Mais ça, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est à l'échelle de la feature. À l'échelle du composant, on n'a jamais encore rencontré. Parce que, tu vois, on est quand même présent en Angleterre, Allemagne, tout ça. Et cette question ne s'est jamais. Tu vois, notamment Norvège, gros marché, France, gros marché. C'est vraiment les personnes avec qui on le dialogue le plus. On n'a jamais eu un besoin de composants en tant que tel du design system. Les besoins sont plus effectivement ce que tu dis des features. hmm, En revanche, moi, je trouve que ça fait écho à un truc, ce petit truc de product marketing là, dont je vous parlais tout à l'heure comme exemple, ça, c'est quelque chose qui était tout le temps demandé par les PM et c'était complètement et la banner, super compréhensible. C'est juste que voilà, on n'avait jamais réussi à le prioriser, il y avait d'autres choses qui étaient arrivées. Ça, par contre, tu vois, ça me fait quoi ce que tu me racontes? Et là, c'est plus un roadmap, dire mais à coup pas, là, on a d'autres trucs super importants, mais on y revient. Et c'est un peu frustrant même pour nous parce que je pense que souvent, quand ils nous remontent des choses, nous aussi, on a envie de les avoir, quoi. ouais, Mm. merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question plus sur la verticale ingénierie et sur la répartition du temps euh, pour les ingénieurs, parce que du coup, de ce que je comprends, en gros, initialement, vous aviez une roadmap qui était préconstruite sur un trimestre, avec donc du coup assez forte prédictabilité pour les ingénieurs sur la charge et le travail réalisé. Désormais, on est plus sur à la fois des contributions qui sont faites au niveau de la squad et une nécessité de support externe qui vient à la fois de canaux asynchrones type Slack, de discussions synchrones type meeting régulier pour pouvoir récolter du feedback, euh, plus du coup l'accompagnement des contributeurs externes pour pouvoir éventuellement les aider sur les choix, les techniques d'implémentation, sur la code review, etc. Donc, comment est-ce que vous gérez cette répartition du temps pour que les développeurs ne se retrouvent pas sous l'eau à la fin? Et comment est-ce que vous évaluez si en fait, finalement, le développement d'un composant ne devrait pas plutôt être fait en interne dans la squad ou via le processus de contribution? Yes, bah, en fait, comme disait Fabien tout à l'heure, on a vraiment deux tracks. Donc, il y a les développeurs qui sont dans la squad Cobalt et en gros, ils sont à 20% de leur temps sur un quarter. Et eux, donc, c'est eux qui vont être advisors, donc ils vont aider les autres squads. Donc, ouais, ils vont être en réaction et ensuite, ils vont dérouler la roadmap Cobalt. Donc, par exemple, effectivement, enfin, si on change par exemple, notre système de couleurs ou on fait des updates très globales, c'est eux qui vont le faire. Euh, donc ça, ouais, ils ont 20% de leur temps là-dessus. Et ensuite, les développeurs qui sont dans les squads feature, en gros, c'est au moment où on va sizer la feature que le temps dédié aux composants dont on va avoir besoin vont être pris en compte. Donc en fait, c'est vraiment après la squad qui gère son temps comme elle veut, quoi, au niveau des développeurs. Et du coup, est-ce que vous êtes en mesure d'estimer la quantité de support que vous allez devoir apporter aux développeurs qui vont vouloir contribuer dans le cas typiquement où bah, il y a des difficultés qui peuvent être liées à la complexité du design system en tant que tel? euh, Bah, on se pose pas vraiment la question sous cet angle-là. Enfin, on n'a jamais eu vraiment de problème comme ça. En revanche, on se rend compte que bah, typiquement, effectivement, quand une feature utilise des composants qui sont préexistants, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça on sait estimer. Et c'est vrai qu'on a aussi un peu un travail qu'on voudrait faire sur mesurer plus ce qu'on fait. Pour l'instant, on n'a pas vraiment des KPI sur le design system, par exemple. Donc, on ne le mesure pas vraiment dans ce sens-là.
Merci. Moi, il y a une donnée que j'ai trouvé très impressionnante. C'est quand vous avez dit que entre le moment où il y avait entre guillemets une idée et au moment où ça sortait en prod, il y avait à peu près 2 semaines, il me semble. Je crois que j'ai bien retenu. En plus, vous avez 3 stacks. Euh, Nous, on a un souci actuellement qui est effectivement quand on a un besoin, alors design system, comme on l'entend nous, on se dit, ah, s'il arrive à ce moment-là et que la roadmap a déjà été faite, etc., en fait, on se dit, OK, là, on va se prendre 2 semaines, 3 semaines, ou même un mois dans la tête. Et du coup, bah, le réflexe, c'est un petit peu, ouais, ouais, alors, on verra ça, et puis on fait pas ça. Donc, c'est bloquant pour nous parce que du coup, on n'arrive pas à avancer correctement et sur quelque chose de solide. Et en même temps, il le faut. Donc, j'imagine que ça n'a pas toujours été 2 semaines chez vous. Et du coup, comment c'était quand c'était un peu plus compliqué, entre guillemets, on force aussi la main de temps en temps en disant, non, non, mais là, il faut qu'on prenne le temps. C'est obligatoire. Voilà, c'est un peu ces questions de début, on va dire. Bah, je dirais que c'est comme le designer, il est au moment de la conception de la feature, c'est lui qui va identifier, enfin, c'est à sa charge d'identifier le plus tôt possible qu'il y a un besoin comme ça. Donc du coup, bah, plus tôt c'est identifié, et bah, le plus tôt on peut commencer à réfléchir dessus, impliquer Cobalt, travailler dessus, et tout ce travail de préparation, on va dire, il va être bénéfique après pour le développement, et du coup ça va plus vite. Là, les 2 semaines dont on parle, c'est le moment où l'entrée a été créée dans le tracker jusqu'à qu'il soit passé en document. Il n'est pas encore publié, mais au moins il a été développé, il était visible dans les showcases, en termes de code, il était prêt, quoi. Euh, On va dire que pendant ces 2 semaines, tu n'as pas le designer qui continue à travailler sur la feature. C'est-à-dire que c'est pas 2 semaines pleines où on arrête les crayons et on fait que ça. Et aussi, ce que je comprends dans ta question, c'est peut-être aussi, nous, on est plus dans la phase de création du design system. Enfin, c'est vrai qu'au début, tu as un coût à l'entrée où forcément, quand tu mets tout en place, bah oui, au début, ça prend du temps. Nous, ce que je disais au tout début, on est dans une phase où on maintient le design system, on le fait évoluer. Donc, on a déjà répondu à des milliers de questions qu'on n'a plus à se poser. Mais effectivement, quand on a démarré, bah, au début, ça met un ralentissement, mais qu'on récupère 10 fois derrière, quoi. Et du coup, juste pour bien comprendre, alors nous, c'est ce qu'on appelle comme ça, mais j'imagine que c'est un peu partout pareil, c'est que, en fait, c'est le designer dans sa phase de discovery. En fait, le projet en lui-même n'a pas vraiment commencé, en fait. Ah, quand on commence déjà à travailler sur le composant, potentiellement avant même que la feature sorte. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas feature et composant en parallèle. C'est théoriquement un petit peu le composant en amont pour que quand on commence la feature, on puisse utiliser le composant. Bah, c'est en réfléchissant sur sa feature, il va voir que là, il a besoin d'un nouveau truc. Donc, il va l'identifier à ce moment-là. Et quand on doit faire dans les squads, quand tu dois faire un kick-off avec les devs pour présenter un peu la feature, etc., on essaye de faire en sorte que les designers ils disent, bon là, je t'ai un peu listé toutes les parties de l'écran et ça, c'est nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un process en cours. J'ai déjà commencé à documenter. Voilà. Donc, c'est déjà un peu scopé en fait quand il y a un nouveau truc qui apparaît comme ça dans une feature. C'est pour ça que c'est important que ça passe par un besoin, une opportunité de la part des squads, parce que du coup, on bénéficie un petit peu aussi du temps de développement des squads, et nous, on vient juste faire le petit coup de pouce supplémentaire pour que on puisse avoir un peu cet output, d'avoir quelque chose qui va être rentré dans le design system et qui va bénéficier après pour d'autres, quoi. Ok, merci. Encore des questions? Ouais. Ouais, on va dire que c'est la dernière. Les pizzas sont arrivées, sinon elles vont refroidir. À moins qu'il y ait encore une autre question, peut-être? Une avant-dernière? Non? Ok, bon, bah, tu seras la dernière question. Je n'ai pas la pression. Moi, je me posais la question par rapport à votre roadmap. Est-ce qu'elle avance et comment vous faites pour qu'elle avance? Ou est-ce qu'il y a toujours des choses qui viennent se mettre avant, des priorités, qui font que des choses ne sont jamais touchées pendant 5 ans? Alors non, pas 5 ans quand même. Ça peut arriver qu'on dépriorise des choses, mais on essaie de découper en plein de phases différentes. Par exemple, changer les couleurs, par exemple. Ça, c'est un gros projet qu'on a fait. Ça, le temps qu'on a passé, comme on n'est pas à 100% sur le design system, on a passé peut-être un quarter pour juste concevoir entre designers déjà et avec des réunions avec les développeurs, comment on allait appeler les couleurs, techniquement, comment c'est faisable, etc. On prépare le terrain. Et c'est le quarter d'après, c'est les développeurs qui vont rentrer en action et qui vont implémenter le truc, par exemple. Mais parce qu'eux, ils vont avoir du temps qui vont être alloués à ça. S'ils n'ont pas de temps alloué, effectivement, oui, les choses ne vont pas avancer, ça va rester dans les tiroirs. Et
Donc nous, quand on fait la roadmap, on a des items qui sont que pour les designers, pour préparer des sujets. Et des fois, il y a des sujets purement de documentation, hein, dans la roadmap Cobalt, c'est pas genre que des trucs à développer. Des fois, ça va aussi. Et on essaie de préparer ces items-là pour que ça devienne des trucs qui soient concrètement actionnables pour les développeurs quand ils vont devoir commencer à travailler dessus. Finalement, c'est un peu comme un composant, mais à l'échelle d'un projet. Euh, Ils vont d'abord, faut bien documenter, il faut s'aligner avant pour plus qu'il y ait de questions, pour que les devs, quand ils commencent à bosser, soit vraiment du pur temps de développement et que ce soit pas du temps. Ils vont commencer à avancer, ils vont buter sur un truc, ils vont dire ah mais j'ai pas compris, mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Non, toutes les décisions elles auraient été déjà actées avant, tout le monde aurait été aligné avant et du coup ça nous permet un peu d'avancer comme ça. Donc on a un peu des quarters comme ça, ping-pong, on va dire, où d'abord c'est côté design où ça va se faire. Il y a des initiatives. Là, par exemple, on regarde un peu comment on documente mieux les spacing dans tout le produit. Donc, on regarde un petit peu ce qui se fait. On essaie de regarder côté technique comment c'est implémenté, quel serait le gain à passer à ce genre de système, par exemple. Et on commence à spécifier un peu tout ça pour que le prochain quarter, on puisse vraiment implémenter ça et que limite les développeurs ils seront complètement on board là-dessus parce qu'ils auraient été consultés plein de fois pendant la phase de conception. Je crois que tu sous-estimes aussi ton rôle en tant que product owner. Je pense qu'en fait, si ça avance, si ça déborde pas, s'il y a une dépriorisation, repriorisation, elle est bien réfléchie, faire avancer les choses. Moi, personnellement, je pense que le premier truc, c'est Fabien, en fait. C'est parce qu'il y a un product owner et c'est pas designer avec ingénieur. Il y a une personne qui lead une équipe, en fait. Et donc, il a même tout un outil où tu vois la roadmap, tu sais où en sont chaque item. Effectivement, tu as les phases. Une partie que les designers font dans le quarter, une partie où c'est les ingénieurs qui sont en train d'intégrer des choses, web, mobile, enfin tout ça c'est suivi, c'est lui qui fait le suivi, il a des rituels où il voit l'équipe, il va vérifier que ça avance. Selon moi, en fait, la meilleure pièce de ce truc-là, de ton jeu d'échecs, en fait, c'est quelqu'un qui est en charge et qui a vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que moi, ce qui m'avait épaté quand Fabien était arrivé, c'est tout de suite, en fait, c'était évident que ce serait un product owner. Et donc, du coup, juste dire que c'est un product owner et pas un designer qui lead, ben, ça aussi, tu vois, dans une culture de product management, ça dit quelque chose, c'est important. Et il présente la roadmap Cobalt, aussi bien en présentation roadmap trimestrielle, au démo desk qui est en train de se passer, comme un autre product manager. Et c'est un des seuls endroits où tu vas retrouver un designer qui a vraiment ce rôle-là. Et je trouve que c'est ça qui fait toute la diff et qui fait que ça avance. Ok. Et vous avez jamais de micro-urgences qui viennent se mettre dedans Non, parce que les micro-urgences, où on les push back, on dit bah non, en fait, on va dégrader. Vous allez prendre ce qu'on a déjà. Ou en fait, la micro-urgence, normalement, elle est censée arriver d'une squad. Je suis en train de regarder mes product designers. Normalement, elle arrive d'une squad et donc les product designers vont y répondre et ce process-là va permettre de répondre à cette micro-urgence. Parce qu'on savait qu'on ne serait pas capable de faire ça. Tu vois, c'est ce que je raconte au début. Comme on a des gens qui ne sont pas full-time sur le design system, imagine, enfin, je mets le scénario où si on s'était dit, OK, en fait, c'est une seule équipe qui va répondre à tous ces besoins-là. En fait, on aura eu des moments où il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver, il y a peu de choses qui vont arriver, et ces mêmes personnes ont ce même genre de charge, tu vois, hyper fluctuantes sur leur propre scope sur lequel ils taffent. Donc, on savait qu'on n'aurait pas été capable de répondre correctement à ça. Ok, merci. De rien. Cool. Eh ben, merci et bravo à vous trois. Merci à tout le monde pour vos questions. Merci pour les gens qui étaient en ligne et qui nous écoutent et qui nous voient. Merci pour Botify d'avoir permis du coup de nous accueillir et aussi de streamer. On a tenté 1000 fois de faire ce genre de choses et c'est pas une galère. Donc on est heureux que ça passe bien. Ça sera du coup dispo sur YouTube dans quelques temps. On garantit jamais les deadlines, évidemment. Et du coup, ben, merci. Et let's go pour les pizzas, les boissons. Vous avez des étiquettes pour que vous puissiez faciliter vos interactions entre vous. Créez du lien, interrogez-vous, posez-vous des questions, partagez des expériences. C'est ce qui fait la force de cette commu. Merci à vous. Bonne soirée.